Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de techniques de collecte de données d'un site web. Nous allons vous montrer des exemples d'extraction de données avec des API grâce à du scraping avec librairie, des outils tels Octopath et Web Data Scraper. Les différences entre les techniques sont surtout au niveau de l'accessibilité, de l'aspect légal, du volume de données extraites, de la maintenance reliée aux applications, du coût aussi relié à chacune d'elles. Premièrement, un API, qu'est-ce que c'est? C'est un Application Programming Interface, API. Essentiellement, c'est une application qui a pour fonction de permettre à deux logiciels de communiquer ensemble. C'est essentiellement un pont. On utilise fréquemment des API. On les utilise plus qu'on pense, comme par exemple lorsqu'on regarde la météo sur notre téléphone, c'est un API qui fait le lien entre notre téléphone et un site web de météorologie. Lorsqu'on utilise un moteur de recherche aussi, c'est des API que l'on utilise. On fait des demandes à l'ordinateur et l'ordinateur comme nous va rechercher les termes sur différents sites web et puis nous les renvoie pour qu'on puisse faire un choix. Euh, donc on utilise des API de manière inconsciente et de façon quotidienne. Comment fonctionne un API? Essentiellement, on doit commencer par déterminer le site web et les données en particulier à extraire. L'API va faire une requête soit du fetching, envoyer une requête HTTP pour obtenir le code source de la page web. Après ça, il va faire du parsing. Dans le fond, il va analyser le code HTML pour classifier les données pertinentes à l'aide de sélecteurs CSS ou XPath. Il va ensuite extraire les données ciblées de la structure HTML et il va les stocker dans un format structuré. Les avantages et les limites des API. Côté avantage, on a des intégrations très simples. On a la réutilisabilité très, très facile aussi. Euh, un API permet la connexion à des systèmes différents, comme d'un téléphone vers un ordinateur. Par contre, comme inconvénient, on a l'aspect de sécurité. Si la requête HTTP n'est pas chiffrée, on a des problèmes de confidentialité. Euh, on a aussi la dépendance à des services externes et des usages parfois limités de style quota, le nombre de requêtes qui sont autorisées, comme ou les différentes clés utilisées par les API peuvent poser problème. Le web scraping est aussi appelé extraction de données web. C'est une technique qui permet d'extraire automatiquement des données depuis des sites Internet en utilisant des outils ou des scripts. Contrairement à la copie manuelle, le scraping envoie des requêtes HTTP au serveur web, récupère le code HTML des pages, puis analyse ce code pour en extraire les informations que l'on juge pertinentes, avant comme de les sauvegarder dans une base de données. Le scraping consiste à extraire des données directement depuis des pages web HTML en les analysant comme le ferait un navigateur. Si on regarde les caractéristiques, on n'utilise pas d'API. On lit directement le contenu visible et caché du site. Ça nécessite de parser le code HTML. C'est peut-être un petit peu plus fragile si le site change sa structure et que le code peut casser. Dans le fond, c'est sensible au changement des pages web qu'on va visiter. Et ça peut être interdit ou limité par les conditions d'utilisateur du site, d'utilisation du site. Euh, comme par exemple Facebook ne permet pas ce genre de choses-là parce que c'est de la vie privée. Le scrapping, ça ressemble beaucoup à une fonction de recherche dans PDF, mais appliquée à une page web dynamique, comme qui va changer en permanence. Les avantages et les limites du scrapping. Les avantages, le volume massif de données accessibles, les données en temps réel, l'accessibilité sur tous les sites publics, la personnalisation et l'autonomie technique. Ensuite, les limites et les inconvénients. Complexité technique, le JavaScript, l'antibot, le CAPTCHA, tout ça, ça peut rentrer en ligne de compte et causer des problèmes de type code lors du scrapping. J'en ai jasé sur la slide précédente. Quand le site web décide qu'il soudainement change, ben le code peut ne plus être bon. La qualité des variables de données, comme c'est pas toujours très précis. La limite de requête et de détection bot.
les problèmes légaux et éthiques, je n'en ai parlé, rappelez-vous Facebook. La nécessité d'adapter les scrappers régulièrement. Encore une fois, on parle ici de changement des sites web. Le moindre changement, souvent comme implique euh, un update de notre part. L'intelligence artificielle et le web scrapping. De nos jours, l'intelligence artificielle fait partie du web scrapping. On utilise des scrappers adaptatifs, donc au lieu de casser quand la structure d'un site change, les scrappers IA détectent automatiquement les changements et s'adaptent sans intervention humaine. Ils font aussi de l'extraction basée sur le contexte, donc au lieu de définir manuellement les sélecteurs complexes, vous pouvez simplement décrire en langage naturel ce que vous voulez faire. Donc, exemple, le prix du produit, l'auteur de l'article, et l'IA identifie automatiquement les éléments pertinents, un petit peu comme si on parlait de ChatGPT. Compréhension sémantique. L'IA utilise le traitement du langage naturel et la computer vision pour comprendre la page comme un être humain le ferait. Donc voici quelques exemples de scrapping. Par exemple, pour faire le suivi de prix de commerce en ligne, du style chez Amazon ou chez Walmart. Euh, un scrapper cible automatiquement les sites de concurrents. Euh, il va en extraire les prix de chaque produit et les caractérise via le parsing HTML. Les données seront collectées et toutes les semaines grâce à l'automatisation. Elles seront stockées dans une base de données pour comparaison. Et puis l'historique des prix euh, seront ensuite présentés sur le site pour permettre à l'utilisateur de faire sa propre analyse en fonction des enseignes. Fait que dans le fond, c'est comment le scrapping pourrait fonctionner selon comme l'utilisation qu'on veut en faire. Ici, on a présenté le scraping versus les API du point de vue accessibilité, volume de données, légalité, maintenance, coût, puis en temps réel. Le tableau résume les grandes différences entre les deux. Euh, mais essentiellement, le web scraping permet de tout récupérer sur les sites publics, par exemple tous les produits Amazon, mais attention, la légalité est parfois incertaine. Il faut souvent réadapter ces outils si le site change. Les API publics sont stables et officielles, comme par exemple l'API de Twitter. Elles limitent ce qu'on peut demander, mais tout est légal. C'est structuré et demande moins de maintenance parce que c'est officiel. Euh, Plus on veut de liberté, plus il faut accepter de la complexité et des risques. Les solutions officielles sont plus sûres, mais souvent limitées dans ce qu'on peut vraiment obtenir. Donc parfois, c'est plus simple de faire son propre API, mais souvent, il y a déjà des API qui sont créés pour des cas spécifiques. Donc en résumé, contrairement à l'API qui fournit un accès structuré et officiel aux données, le scraping euh, les extrait directement du site, ce qui rend plus puissant, mais aussi plus complexe et risqué juridiquement et techniquement. Nous, on va s'intéresser principalement au scraping parce que dans notre projet, le suivi de prix comme dans des circulaires ou des sites internet, on doit cibler automatiquement des sites, faire des extractions de prix, des automatisations périodiques, du stockage de données, puis la présentation d'historique à l'utilisateur. Le scrapping à l'aide de librairies maintenant. Le web scrapping à l'aide de bibliothèques est une technique d'extraction de données automatisée utilisant des outils programmatiques comme Axio ou Cherio ou Beautiful Soup pour télécharger, analyser et collecter des informations à partir de sites web. Il y a plusieurs types de librairies qui sont disponibles. Il y en a qui sont pour du contenu statique, alors que d'autres sont pour du contenu dynamique. Il y a plusieurs types de langages, comme vous le savez, puis chaque langage a ses librairies qui lui sont propres. Et donc, nous, on va se concentrer aujourd'hui un petit peu plus sur le JavaScript, parce que c'est ce qu'on voit dans le cours. Donc, on va faire un exemple plus tard de contenu statique qu'on va aller chercher, puis on va utiliser les bibliothèques Axio et Cherio. Donc,
Avant de faire du scrapping, il faut comprendre et respecter certaines règles. Et donc, il y a premièrement le cadre légal et la conformité. Il faut comprendre et respecter le cadre légal et les conditions générales d'utilisation. Vérifier que le fichier robot.txt afin de connaître les chemins d'accès interdits. Après ça, on doit inspecter le site, comme M. Brun a souvent fait. On inspecte le site et sa structure HTML pour déterminer s'il est statique ou dynamique. C'est important. Hein. On n'utilisera pas une librairie statique alors que le site qu'on désire regarder est dynamique et vice-versa. On n'utilisera pas comme une librairie dynamique pour un site qui est statique. On va identifier les balises, les classes ou les idées qui contiennent les données recherchées. On va valider si une API est disponible et déjà comme créée pour le besoin qu'on a. Pour récupérer les données plus directement. Après ça, il faut planifier un scénario, définir un point de départ, planifier la navigation, excusez-moi, jusqu'aux éléments intéressants, définir un délai entre les requêtes pour ne pas surcharger le serveur cible, prévoir la gestion des erreurs possibles. Après ça, il va falloir configurer l'API, configurer l'environnement et nos outils qu'on va utiliser, dont les librairies. Il faut aussi vérifier qu'ils sont bel et bien installés. Configurer les outils pour le mode de navigation de type headless si le site est dynamique. Définir la structure de données de sortie, par exemple le format qu'on désire, Excel, JSON, CVS, tout ça. Et leur structure interne, à savoir, bon, c'est bien qu'ils me sortent une phrase, mais comme il faudrait qu'on divise le sujet, verbe, complément. Puis ce que je veux dire par là, c'est juste le titre, par exemple, des colonnes. Tu sais, c'est âge, nationalité, prénom, nom, numéro de téléphone, ce genre d'informations. La séquence d'étapes pour un scrapper va être le suivant. Il va falloir commencer par envoyer une requête vers le site, récupérer le code HTML, extraire les éléments voulus et nettoyer et enregistrer les données, comme j'ai préalablement mentionné. Voici un exemple pour un site. L'exemple de site statique node.js. La cible, ça va être le site, le site de test scrapethissite.com. On va commencer par regarder le cadre légal pour les robots. Après ça, on va regarder la structure de la page. En troisième lieu, on va regarder la navigation pour se rendre à l'endroit désiré. On va importer nos bibliothèques. Hein, j'ai parlé tantôt d'Axio et de Cheerio. On va s'assurer qu'ils sont installés. Et puis, on va configurer notre structure de sortie en format, dans ce cas-ci, JSON. Et comme je disais tantôt, c'est le nom, l'année, le nombre de victoires, le nombre de défaites, bon, tout ça. Les bibliothèques vont permettre au programme de télécharger le code HTML sur une page web, comme un navigateur le ferait. Ça, c'est Axio. Cheerio, comme lui, ce qu'il va faire, il va les parser pour permettre son analyse, l'analyse du code récupéré par Axio. Et le résultat, le code illustré extrait des données de table HTML pour les équipes de la LNH, Team, Name, Year, Win, etc., seront enregistrés dans un format JSON. Exemple de code et de résultats. Ça, c'est ce qui nous a permis d'aller chercher. Ça, c'est le code qui nous a permis à, à gauche d'aller chercher le résultat à droite. Ça va sortir de ce style-là. Puis après ça, il va juste rester à le classer comme on veut bien. Maintenant, je vais parler d'outils automatiques. Il y a certains types d'outils qui existent sur Internet qui sont essentiellement des applications et puis qui vont permettre de faire le travail qu'on a besoin de faire sans avoir forcément le programmer. Donc, on a des outils de type low code ou no code, dont Octopath que je vais parler un petit peu plus tantôt. Il y a du Data Scraper, comme ça, c'est une extension que je vais parler tantôt aussi.
qui est propre à Chrome. Il y a ParSub, WebHarvey, Apify, Import.io, Great Data, Scrapestorm. Puis il y en a vraiment plusieurs à regarder. J'en ai d'autres ici, avec un petit peu plus de codage, comme Beautiful Soup, Scrappy, Selenium, Puppeteer. Mais on va juste se concentrer pour le moment sur Octoparse. Donc, Octoparse, c'est un programme sur Internet qui est payant, qui a une petite version gratuite, mais qui n'offre pas beaucoup de possibilités. Le principe d'Octoparse, c'est que ça utilise des gabarits déjà tout faits pour certains sujets très populaires comme le commerce en ligne, les médias sociaux, les nouvelles, l'information, les nouvelles comme à la télé, mettons, style TVA. Après ça, les moteurs de recherche, les commentaires comme sur des restaurants, comme ou des rabais, des évaluations, des numéros téléphoniques comme qu'on pourrait retrouver, comme je dis, pour un restaurant, sur les voyages, les emplois, le sport, la crypto-monnaie, puis bien d'autres. Euh, Ces applications toutes faites là comme permettent de créer des fonctions personnalisées grâce à une application Octoparse. Les avantages qu'Octoparse offre, c'est une formule, comme je disais tantôt, gratuite pour des usages simples. Quand on commence à tomber dans le complexe, là, ça devient payant, comme toute bonne chose. C'est simple et rapide pour des sites peu complexes, ne requiert aucune écriture de code, permet l'exportation de données, ça enlève les duplicates, les doublons. Ça offre des tutoriels aussi, puis c'est click only, fait qu'il y a zéro code, c'est vraiment là, tout se fait avec la souris. Par contre, c'est un site qui est quand même lent dans sa recherche de données. Euh, c'est payant aussi, sinon c'est limité, ça je l'avais déjà mentionné. Et puis le JavaScript peut interférer. Le Web Data Scraper, le Chrome Extension, le principe, contrairement à Octoparse, c'est une extension qui s'installe directement dans le navigateur Internet qu'on utilise. Dans ce cas-ci, c'est Chrome. Il faut passer par la page Store du navigateur pour aller installer l'application. C'est vraiment juste une extension comme de Chrome. Euh, le- je vous ai mis le chemin comme le navigateur Chrome, le Web Store, la recherche, Web Data, Scrapper. La séquence va lire le code HTML, va détecter ou sélectionner comme de façon manuelle les données, va les extraire et les exporter et va aussi naviguer s'il y a plusieurs pages. L'avantage du Web Data Scraper de Chrome Extension, comme c'est accessible via Chrome, c'est totalement gratuit. Ça permet l'exportation de données dans plusieurs types dans plusieurs formats. Et ça peut aussi être lié à une base de données externe. Ça, c'est vraiment très pertinent si on veut les enregistrer. Les limites du data scraper vont surtout être comme inaccessibles en dehors de Chrome. L'application ne fonctionnera juste pas, par exemple, sur Edge ou Firefox. Ça va être moins intuitif, le code va être plus complexe à comprendre et puis il va aussi être moins puissant que Octoparse, par exemple. L'aspect légal du parsing, parce que le web parsing consiste à extraire automatiquement des données à partir de sites web ou d'applications, son utilisation soulève d'importantes questions juridiques et éthiques, notamment en matière de propriété de données, de respect des conditions d'utilisation et de protection de la vie privée. Il est donc essentiel d'obtenir l'autorisation des sites dont les informations seront prélevées ou de s'assurer que ces données sont librement accessibles et légalement exploitables. Donc, pour conclure, en général, le choix de la méthode d'extraction de données dépend du type de données à extraire et de la source de données de la personne qui les requiert. Pour nous, dans notre cas, le web scraping semi-structuré va s'avérer plus performant et plus simple parce qu'il va permettre d'extraire des données spécifiques en temps réel et qu'il est quasi limité en termes de volume de données.